Togo Info, le Togo à votre portée. Mesdames, bonjour, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Lumière à l'heure de l'émission Grand Éclairage. Nous sommes encore au rendez-vous, une fois n'est pas coutume. Nous avons accusé un tout petit peu de retard. Veuillez nous l'accorder parce que l'invité doit venir de Lomé. Vous savez tout ce que ça représente. Alors, on va aller tout droit dans le sujet. Mon invité du jour, il s'appelle Bruno Haden. Il est le président de l'ACAT Togo. L'ACAT, vous entendez, Action chrétienne pour l'abolition de la torture. C'est la branche togolaise. Monsieur Bruno Haden, bonjour. Bonjour Nicolas Agbosso. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs et auditrices de Radio Lumière et que, à travers ma voix et à travers l'ACAT Togo, nous puissions dire que, à travers le nom de Radio Lumière, que la lumière soit. Alors, Monsieur Bruno, qui êtes-vous? Puisque dans notre émission, nous permettons à notre invité de se présenter directement à nos invités. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Non, nous permettons à nos invités de se présenter aux auditeurs de Radio Lumière. Alors, la question que je dois vous poser, c'est de savoir qui vous êtes. Je suis Bruno Haden, le secrétaire général de la branche togolaise de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. En même temps, secrétaire général de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Je suis consultant en surveillance, documentation et rapportage des violations des droits humains. Je suis écrivain, je suis expert en sécurité et gestion des organisations de la société civile. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la défense des droits de l'homme, notamment la lutte contre la torture? Au fait, j'avais eu cette conviction dès la classe de 3e. Et je crois que c'est le très révérend père Dovinou Danou qui nous a donné ce goût des droits de l'homme. En ce temps, nous étions enfants de cœur sur la paroisse Saint-Oxyde d'Amoutiévé. Et il était parmi les pionniers de la CAT. Et nous avons eu l'occasion, ces temps-là, d'aller au Orient de la CAT. Et nous avons pris goût. Et vous n'êtes pas savoir que la CAT fonde sa foi sur les évangiles et en l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Alors, quand on prend le cas du Togo, vous qui êtes aujourd'hui à la tête de la CAT au Togo, est-ce qu'il y a encore des cas de torture dans notre pays? Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des allégations des cas de torture dont nous documentons et que ces allégations, le moment venu, la CAT fera la lumière à travers un rapport qui va sortir bientôt. Et deuxième chose, j'aimerais aussi faire un distinguo entre ce qu'on appelle torture et des traitements inhumains ou dégradants. On va y revenir, puisque l'émission s'appelle Grand Éclairage. Vous allez nous apporter effectivement la lumière sur la Radio Lumière, si je peux me répéter ainsi. Vous allez nous apporter la lumière sur ce distinguo qui existe entre les traitements inhumains et dégradants et la torture, comme vous l'avez dit. Mais comment fonctionne la CAT au Togo? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos actions? Au fait, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Togo a des antennes sur toute l'étendue du territoire. Il a des partenaires locaux et au niveau régional et international. La CAT Togo intervient sur plusieurs thématiques, à savoir la torture, la peine de mort, l'avenir populaire, l'éducation aux droits humains, l'assistance aux victimes de la torture, que ce soit au niveau judiciaire ou médical. La CAT Togo travaille aussi avec les instruments internationaux comme les mécanismes régionaux au niveau de l'Union africaine et des Nations Unies et tout ce qui englobe les droits de l'homme en général. Alors, est-ce que vous êtes seulement dans la prévention? Si quelqu'un est victime aujourd'hui d'un acte de torture ou d'un acte de traitement inhumain et dégradant, qu'est-ce que vous faites comme assistance? Quel est votre rôle aux côtés de cette personne-là? Au fait, aujourd'hui, la CAT met l'accent sur les 3 P. C'est-à-dire qu'on a la promotion, la protection et la prévention. Et au niveau de Qu'est-ce que vous mettez dans la promotion? Dans la promotion, c'est l'éducation aux droits humains, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information. C'est ce que vous avez fait il y a quelques jours? Quelques jours. L'information, la sensibilisation. Au niveau de la protection, nous apportons aux victimes, comme je l'ai dit tout tantôt, l'assistance médicale et judiciaire.
Et au-delà de ça, on peut aider les victimes à porter plainte devant la Cour de la CEDEAO et à saisir des rapporteurs spéciaux des mécanismes, que ce soit au niveau régional ou international. Est-ce que la CAT Togo a déjà aidé des victimes à porter plainte au niveau de la CEDEAO, comme vous êtes en train de le dire? Oui, dans le passé, la CAT l'a fait. La CAT fêtera ses 30 ans en 2020. Je tiens à souligner que la CAT et la Ligue togolaise des droits humains font partie des deux organisations qui sont très anciennes au Togo. La CAT a eu à faire beaucoup de choses au niveau des plaintes, et au-delà des plaintes, on a assisté des victimes que ce soit sur le parcours de 90 jusqu'à ce jour. Je ne vais pas donner des chiffres parce que les chiffres sont énormes en fait. Alors, sur les 3 P, il reste un P à définir, le dernier P. Le dernier P, au fait, c'est la prévention. Ouais. Et la prévention aussi, c'est cette émission qui est une émission de grand éclairage, c'est-à-dire éclairer nos concitoyens et les concitoyennes pour qu'ils maîtrisent les droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, s'ils ont les outils, ils peuvent eux-mêmes prévenir ces droits de l'homme. Et en même temps, cette prévention, nous faisons aussi le dialogue, la sensibilisation au niveau des forces de l'ordre et au niveau des agences publiques, c'est-à-dire que toutes les couches sont prises en compte. Monsieur Bruno Raden, je rappelle aux auditeurs de Radio Lumière que nous sommes dans ce studio avec Monsieur Bruno Raden, président de la CAT Togo, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous allons revenir sur cette notion de distinction entre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Au fait, j'aimerais rappeler que le Togo a fait un bond. Comme on a l'habitude de dire, un militant des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui est scientifique. Et je tiens aussi à rappeler un principe qui est cher aux droits de l'homme, c'est que la société civile défend les droits de l'homme et que l'État protège les droits de l'homme. Maintenant, il faut que les gens arrivent à faire ce distinguo. Quand on parle de la torture, c'est défini par l'article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui est internationalement reconnue et acceptée par beaucoup d'États. Maintenant, pour qu'il y ait torture, il faut qu'il y ait 4 éléments. Lesquels? Le premier élément, il faut qu'il y ait des douleurs aiguës. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'acte soit infligé par un agent public ou assimilé ou à une instigation. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une intentionnalité de l'acte. Intentionnalité, c'est-à-dire que la personne a décidé délibérément d'agir de la sorte. C'est ça. Et quatrième élément, c'est qu'il y a un objectif spécifique pour stocker les aveux. Donc, si ces éléments ne se retrouvent pas dans un cas et qu'il n'a pas un agent de l'État ou bien un agent public qui est impliqué, on ne peut pas parler de la torture. C'est-à-dire que, petite hypothèse, c'est-à-dire c'est à la maison où un jeune a volé quelque chose de ses parents et on lui inflige des actes qui remplissent toutes les conditions, mais étant donné que ce n'est pas un agent de l'État, on ne peut pas qualifier ça de torture, c'est ça? C'est ça. Ça devient des traitements inhumains ou dégradants. Okay. C'est comme le harcèlement sexuel ou bien vous êtes quelqu'un vous a molesté, vous avez des altercations avec un autre concitoyen, on ne peut jamais parler de la torture. Ok, s'il faut résumer, moi je ne suis pas membre de la CAT, mais ce que je comprends chez vous, c'est que lorsqu'on parle de la torture, c'est un acte qui peut être conçu comme un traitement inhumain et dégradant, mais infligé par un agent public. C'est ça. Lorsque ce n'est pas un agent public qui le fait, alors là, ça devient un traitement inhumain et dégradant. Tout à fait. Oui. Alors, dans tout ça là, est-ce que c'est les traitements inhumains et dégradants qui vous préoccupent le plus ou bien c'est la torture? Au fait, j'ai l'habitude de préciser. Puisqu'on dit Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est ça votre association? Oui, au fait, quand on parle de la torture, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le droit à la vie. Le soubassement de la Déclaration des droits de l'homme, l'un des principaux droits, c'est le droit à la vie. Maintenant, quand on parle de la torture, il y a différents types de torture. Il y a la torture physique, la torture... Parlez dans le micro. La torture physique, la torture psychologique et la torture économique, dont beaucoup n'en parlent pas. Maintenant, au niveau de la CAT, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on prend l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
ça énonce quoi? Nul ne sera soumis ni à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Quand on prend la convention, c'est la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes croient que quand on fait le traitement inhumain ou dégradant, on oublie. Alors que c'est faux. Comme je l'ai dit, que ce soit l'article 5 ou le pacte, quand on parle de la torture, il y a toujours les traitements inhumains ou dégradants qui sont à côté. Ce qui veut dire pour nous, les deux sont importants pour nous. Et quand on parle de la torture, nous, au niveau de la carte, on le conçoit au même degré. Parfois, quand il y a des traitements inhumains dégradants, comme vous l'avez si bien expliqué, qui peut être infligé par un agent de l'État qui devient torture. Ce qui veut dire que les deux pôles nous sont très importants. Quels sont les cas que vous enregistrez? Quels sont les cas que vous enregistrez souvent chez vous? Oui, au fait, au niveau de la torture aussi, il y a l'aspect confidentialité. Il y a des cas, mais je ne veux pas révéler l'identité des victimes. Mais non, je ne demande pas de révéler l'identité des victimes ici. Mais dites-nous que généralement, c'est comme si on va à l'hôpital, on ne va pas demander au médecin ce malade souffre de quoi, est-ce que vous pouvez nous montrer son bulletin d'analyse? Non, mais ils peuvent dire, généralement, nous recevons telle pathologie, tel cas qui arrive souvent. Bon, au niveau des cas, les allégations de torture que nous avons l'habitude de recevoir, c'est lors des manifestations pacifiques publiques, et dans notre cher pays, le Togo, et après les premières heures de garde à vue dans nos commissariats de police, et au-delà dans les lieux de détention. Donc ces cas sont récurrents, c'est des allégations de la torture, je le précise, et c'est des cas qui sont parfois, on peut dire, cette année, à notre niveau, on a eu au moins 8 allégations de torture dont nous documentons, et quand le moment verra, nous aurons l'occasion de parler, de faire un rapport là-dessus. Vous avez, dans votre développement tout à l'heure, parlé des 3 formes de torture. Il y a la torture physique, la torture psychologique. Là, on peut comprendre un peu. La torture physique, c'est-à-dire que c'est le corps qui subit. Mais la torture psychologique, comment ça se manifeste? Au fait, la torture psychologique, c'est simple. Quand on parle de simulation d'exécution, par exemple, vous avez devant vous des forces de l'ordre qui sont en train de tirer sur vous, c'est une torture psychologique. Ou bien vous êtes arrêté quelque part et que la nuit, on met une musique très à fond sonore, vous n'arrivez pas à dormir, ou bien on vous dit qu'on peut agir sur un membre de votre famille, c'est la torture psychologique. Et cette torture psychologique aussi a les mêmes effets que la torture physique. Parfois, il y a des gens, la torture psychologique peut leur conduire à la démence. Vous avez reçu de ces cas déjà au Togo? Je crois que oui, ça date dans les années 90. Ouais. Là, j'étais un simple membre, je n'étais pas au niveau du bureau. C'est dans les années 90, après la conférence nationale souveraine, où des gens ont été accompagnés par la CAT Togo et par des psychologues. Mais je crois que ça a évolué. La torture psychologique dans nos pays africains, c'est récurrent. Ouais. Alors, ouais. Ça, je le dis à ma qualité de journaliste qui observe bien ce terrain. Lors du procès d'atteinte à la sûreté de l'État, ce qu'on a qualifié d'affaire Pacha dans ce pays, les gens ont parlé aussi de torture psychologique. Mais maintenant, revenons à la 3e forme de torture. Vous parlez aussi de la torture économique. Comment elle se manifeste? En fait, la torture économique, ce que les gens ne savent pas, c'est une forme d'accaparement de terre. Peut-être la victime, par exemple, à une entreprise ou à le pain de terrain, et que l'État, pour l'accumuler, envoie par exemple, je dis par exemple, l'OTR à cette trousse pour un redressement fiscal. Au-delà du redressement fiscal, on est acculé peut-être par les impôts. Donc c'est une forme de torture économique qui fait que la personne peut fléchir. Mais lorsque cette action, que vous donnez un exemple qui n'est qu'une hypothèse d'école, lorsque cette action est régulièrement menée, est-ce qu'on peut parler encore de torture? Vous n'êtes pas en règle envers les impôts, on vient, on vous fait un redressement fiscal. Est-ce qu'on peut parler de torture en Non, en fait, économique? Quand on parle de torture économique, ça veut dire que si la personne qui saisit la carte, par exemple, a fait cas d'une torture économique,
il faut qu'on arrive à documenter le fait en faisant au niveau de la gestion pour voir est-ce que vraiment cette personne doit à l'État. S'il doit à l'État, la personne a l'obligation de payer à l'État. Maintenant, si on voit avec des auditeurs et des experts comptables, et on voit que la personne a un redressement fiscal qui n'obéit pas à de l'ordre fiscal du pays, et que la personne peut-être c'est un politique ou bien a des incompétences politiques, et que les faits corroborent que c'est une torture économique, on peut parler de torture économique. Monsieur Bruno Raden, comment est-ce que les populations ont-elles accès à vos services, à vos prestations? Oui, comment ça se fait? Oui, aujourd'hui, au niveau de la carte... Je suis victime de torture. Comment dois-je faire pour m'approcher de vous pour que je puisse bénéficier de vos services? Comme je l'ai dit, on a des points focaux dans toutes les régions du Togo. Ouais. On a un siège qui se localise au niveau de Carrefour Limousine, pas loin de Wedis à Avedi. Et il y a des numéros de la carte. Donc je donne mon numéro parce que je dis aujourd'hui parce que c'est les droits 90 03 98 95. Donc le numéro est ouvert à tout moment par SMS, par WhatsApp. On peut porter une atteinte des droits de l'homme et qui sera documentée. Et si ces cas sont avérés, la carte fera le suivi et la carte utilisera les moyens qu'il faut dans le mandat dont il a pour accompagner cette personne qui saisit la carte. Et au-delà de ça, on a notre page Facebook, on a notre mail qui est à @togo collé @yahoo.fr. On a nos pages Facebook, Twitter. Et au-delà de ça, même Radio Lumière peut être un point où une personne qui se sent aujourd'hui, parce que le Togo est un état de droit, le Togo a fait aujourd'hui des avancées et en même temps des reculs au niveau des droits de l'homme. Donc si quelqu'un se sent à un erreur, par exemple, qui a été atteint, que ses droits ont été brimés, parce que le journaliste au premier abord est un militant des droits de l'homme, peut saisir Radio Lumière qui peut faire appel à la carte Togo et à d'autres organisations des droits de l'homme. Pour vous qui êtes dans le domaine de la défense des droits de l'homme, lorsqu'on parle d'avancée des droits de l'homme au Togo, à quoi peut-on faire allusion? Quelles sont les références? Mais aujourd'hui, comme je le dis, nous venons de très loin. Au niveau des avancées, aujourd'hui le Togo, l'opérationnalisation du mécanisme national de prévention de la torture. Aujourd'hui, la loi a été prise. De 17 commissaires, on est passé à 9, ils sont permanents et pour faire des visites inopinées dans tous les 13 prisons du Togo et des lieux de détention, dans les commissariats et gendarmeries. Ça, c'est une avancée. Il y a l'abolition de la peine de mort qui est une avancée. Maintenant, au niveau des reculs, et par rapport à la loi sur les manifestations, le Togo a reculé. On n'a pas peur de mots pour le dire. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont écrit à l'État togolais pour qu'il revoie cette loi. Donc, au même moment qu'on fait des avancées, on fait des reculs dans certains domaines des droits de l'homme. Et, comme je l'ai précisé, la loi sur les manifestations, c'est un recul. Quel lien entre la torture ou les traitements inhumains et dégradants entre ces points de recul, notamment la loi sur la manifestation publique? Quel lien peut-on dresser entre la torture et ce recul concernant la loi sur la manifestation publique au Togo? Ah oui, et comme je l'ai dit aussi tantôt, c'est que lors des manifestations, si la loi, au prime abord, ne respecte pas les normes régionaux et internationales des droits de l'homme, oui, ça pose problème. Et secondo, si les personnes ou bien les organisations des manifestations pacifiques publiques veulent coûte que coûte organiser des marches et qu'il semble qu'à leur niveau, ils se voient légitimes d'organiser ces marches et que ces marches sont interdites, ça peut amener à des traitements inhumains ou dégradants ou de la torture au niveau des forces de l'ordre. Donc je crois qu'aujourd'hui le Togo doit revoir cette loi parce que la loi Bodjona n'est pas parfaite, mais il a eu des avancées avec cette loi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Bruno Raden qui le dit, ce n'est pas la CAT qui le dit, ce n'est pas les organisations des droits de l'homme qui le dit, mais les rapporteurs des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux ont écrit au Togo pour dire il faut revoir cette loi. Et quelle est votre position? C'est la même position. Et que faites-vous? Mais aujourd'hui, la loi est adoptée. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs paramètres des droits de l'homme. Il y a le plaidoyer, il y a le lobbying.
Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans la posture d'une diplomatie non gouvernementale pour mieux expliquer que le Togo, aujourd'hui, n'a pas intérêt à faire des reculs parce que le Togo sera en janvier 2020. Il siège au niveau du Conseil des droits de l'homme en tant que vice-présidence. Donc nous pensons que dans cette démarche de dialogue et de concertation avec les décideurs politiques qui puissent revoir cette loi. La CAT y travaille. Deuxième chose, c'est qu'à notre niveau, nous essayons aussi de revoir est-ce que les personnes sont au courant de toutes les normes. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la géopolitique et le djihadisme, ça fait que beaucoup de pays restreignent l'espace civique. Et nous disons non. Au fait, si vous restreignez l'espace civique, c'est pour encore amener des personnes à la radicalisation. Donc nous croyons que l'État togolais n'est pas fermé, ils sont ouverts au dialogue. Nous sommes en train de dialoguer avec eux. Je crois que la lumière, comme votre radio, Allons la lumière, peut-être, on ne sait pas, avant ou après les élections présidentielles, on peut vraiment revenir sur cette loi. Alors, parlant des traitements inhumains et dégradants, vous l'avez dit tout à l'heure, parlant de la torture, vous avez dit que c'est généralement lors des manifestations publiques qu'on recense certains cas de torture lorsque les gens sont arrêtés. Et nous savons aussi qu'au Togo, les périodes électorales coïncident toujours avec ces manifestations. Pour vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à cette période dans laquelle nous sommes en train par rapport à cette période qui concerne les élections au Togo, parce qu'on sait que l'élection présidentielle au Togo, c'est le premier tour, c'est le 22 février prochain. Oui, au fait, les droits de l'homme, c'est un perpétuel combat. Et je tiens à réitérer à travers vos ondes que tous les politiciens, tous les partis politiques ont intérêt à travailler pour l'apaisement de notre Togo chéri. Ils ont intérêt à travailler pour que les manifestations soient vraiment publiques et pacifiques et qu'au niveau de l'État, on puisse créer ce cadre. Je crois que le Conseil des ministres, le chef de l'État instruit, selon le communiqué du Conseil des ministres, le ministère de l'administration territoriale a dialogué avec les partis politiques et la société civile. Je crois du fond de mon cœur qu'on a des inquiétudes parce que par rapport à la loi qui pose problème actuellement sur le terrain, sur les manifestations publiques modifiées tout récemment. Et on ne sait pas, comme vous l'avez si bien dit, que lors des périodes électorales au Togo, c'est toujours parfois des conflits entre les organisateurs et l'État. Donc je dis qu'à notre niveau, je crois que beaucoup d'organisations ont commencé ce qu'on appelle l'éducation civique électorale pour conscientiser les parties prenantes, que ce soit la population, les forces de l'ordre, l'État ou les partis politiques, à savoir que le Togo est notre patrimoine commun. Cette sensibilisation, vous la faites aussi? Oui. Vous savez que la CAT est membre du G7. Et à travers le G7, on a eu à sensibiliser les populations sur la feuille de route et sur l'aspect pacifique des parties prenantes. Parce que si le Togo s'embrase, nous tous, nous sommes foutus. Est-ce que la CAT va observer l'élection présidentielle à venir? Oui, j'attendais cette question. Au fait, Pourquoi j'attendais cette question parce que cette question est posée chaque fois à la CAT. Aujourd'hui, la CAT est en train de réfléchir si il va observer ou n'observera pas. Donc je crois que avant le 31 décembre, au niveau du bureau national, nous serons fixés. Donc je ne me prononcerai pas devant ce micro sur... Justement, M. Bruno Raden, vous avez bien dit que vous vous attendiez à cette question. C'est parce qu'il y a vraiment un précédent. Lors de la dernière élection, le droit d'observer les élections a été refusé à la CAT Togo. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce cas-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Non, je crois que on ne va pas remuer le côté dans la plaie. Ce n'est pas une question de plaie. Les auditeurs doivent comprendre. Ouais, nous sommes dans le grand éclairage. Dites-leur pourquoi on vous a refusé le droit d'observer les élections. Soit parce que vous ne faites pas bien ou bien vous le faites trop. Au fait, le problème fondamental, le courrier qui a été adressé, ou bien
ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, parce que la carte n'a pas été saisie officiellement, parce qu'on l'a dit dans notre communiqué, on a eu un communiqué du ministère de l'administration territoriale sur les réseaux sociaux et qui fait cas que la carte n'est pas impartiale et qu'on a des fonds douteux. On s'est retrouvé avec la carte, le conseil épiscopal. Votre financement est douteux? Douteux, et puis il y a la CNC, il y a le CJP. Nous, dans notre communiqué, on a été clairs, on a demandé au ministre de nous prouver, parce que... Vous n'avez pas officiellement, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes un homme de droit, vous n'avez pas reçu officiellement un courrier de quelqu'un, mais vous vous adressez un courrier à cette personne-là. Non, nous aussi on n'a pas adressé un courrier, on a répondu par voie de communiqué. Le ministère a adressé un communiqué, nous aussi on a fait un communiqué pour éclairer l'opinion publique. Et dans notre communiqué, on est clair. C'est qu'il y a des droits. Le communiqué ne répond pas même au niveau du cadre d'observation régional ou national ou international. Est-ce que vous allez, je reviens à la question, vous allez observer les élections, vous avez dit vous allez voir, est-ce que ce n'est pas un manque pour les Togolais quand on sait que vous êtes une organisation défendant les droits de l'homme sérieuse, en laquelle beaucoup de Togolais placent peut-être l'espoir, parce qu'on vous a dit vous n'allez pas observer telle élection, vous allez décider de ne pas observer? Non, je n'ai pas dit qu'on n'observera pas les élections. C'est que la CAT aujourd'hui est en train de prendre toutes les mesures, que ce soit au niveau national, régional et international. Si la CAT observera, nous irons dans un cas de constatation avec le gouvernement pour que les choses soient claires. Est-ce que ce ne serait pas trop tard? Nous sommes en décembre, janvier, février. Ce n'est pas trop tard parce que la CENI a sorti les conditions à remplir pour demander l'accréditation. La CAT est une organisation internationale. Je tiens à rassurer l'opinion publique que la CAT fera son devoir. La CAT, c'est une organisation sérieuse, vous avez dit? Oui. Maintenant, pour être sérieux dans ce grand éclairage, vous avez dit que le gouvernement togolais a dit qu'il y a des doutes sur les sources de vos financements. Qui vous finance? Nous sommes financés par des bailleurs. Des bailleurs qui ont pour nom? Non, il y a le NED, il y a le CCFD, il y a la FIACAT, il y a la FIACAT, il y a la Fédération des ACAT, il y a le Centre catholique contre la faim, il y a le Centre catholique de Genève, il y a le National Endowment qui est une organisation américaine. Il y a beaucoup de bailleurs qui financent beaucoup d'organisations à qui on a donné les accréditations. Et comment comprendre alors que le gouvernement togolais soit amené à dire dans son communiqué qu'il y ait de doutes sur les sources de vos financements? Non, moi je ne maîtrise pas le pourquoi le gouvernement togolais l'a dit, mais je crois que ce problème c'est un problème très profond. Je ne veux pas jeter la pierre au gouvernement. Je crois que le gouvernement togolais est un gouvernement très sérieux. C'est un gouvernement qui prend à cœur nos déliances. Je l'ai dit tout tantôt, le chef de l'État, récemment, dans un communiqué, a instruit le ministère de l'administration territoriale à rentrer en dialogue avec les partis politiques et la société civile. Donc, comme je l'ai dit, je crois que le gouvernement togolais est un gouvernement qui prend la hauteur des choses et que le moment viendra, nous aviserons. Alors, M. Bruno Haden, je le rappelle encore une fois, vous êtes le président de la CAT Togo. Nous sommes dans l'émission Grand Éclairage. Pour vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, lorsqu'on prend les préparatifs de l'élection présidentielle à venir, l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 février, nous n'allons jamais cesser de le rappeler, lorsqu'on prend les conditions dans lesquelles cette élection est organisée, mis à part la loi sur les manifestations publiques, pensez-vous que les conditions sont totalement réunies pour ce qui concerne les droits de l'homme? Non, moi je crois qu'aujourd'hui, la feuille de route de la CEDEAO est claire. Il faut la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas Bruno qui le dit, ou ce n'est pas la CAT qui le dit. Donc je crois que c'est des préalables qui ont été acceptés par les parties prenantes au dialogue pour que le processus soit un processus vraiment transparent et équitable. Maintenant, au-delà de la recomposition de la Cour constitutionnelle, je crois que l'État togolais, avec les parties prenantes, doit aller au dialogue pour que, au niveau du processus, le processus soit assaini, pour que après les élections, on puisse reconnaître vraiment le vainqueur. Bon, à mon niveau, moi, je crois
que si les préalables, je pense seulement la recomposition de la Cour constitutionnelle n'est pas faite, le processus n'est pas transparent, parce que pour moi, il faut que la feuille de route soit mise en œuvre. Nous allons le rappeler encore une fois ici, peut-être que certains ne vont pas bien comprendre cet aspect de la chose qui est lié à l'organisation des élections. Lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, c'est elle qui se charge de donner les résultats définitifs des élections, mis à part l'élection locale qu'on a connue en juin dernier. La Cour constitutionnelle se charge de donner, la Cour constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois aussi dans le pays. Mais pourquoi sa recomposition doit être considérée comme une préoccupation majeure pour ceux qui demandent cela, pour ceux qui demandent, qui font cette demande-là de la part aux côtés du gouvernement, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on prend l'organisation de l'élection présidentielle, pourquoi sa recomposition doit être un élément majeur pour ceux qui en font la demande? Vous savez que chacun a son rôle à jouer. Moi, je suis dans la société civile. Les partis politiques prenant au dialogue avec le parti au pouvoir et le gouvernement, ce sont... Alors, revenons à vous en tant que défenseur des droits de l'homme. Pour vous, lorsqu'on prend la Cour constitutionnelle, Oui. on prend l'organisation d'une élection présidentielle. La Cour constitutionnelle interviendra en dernier ressort pour donner les résultats. Mais pourquoi est-il nécessaire que cette Cour-là soit recomposée en lien avec l'organisation des élections? Et c'est pourquoi je dis que c'est au niveau du dialogue que les parties prenantes ont accepté cette recommandation. Oui. Donc, s'ils ont accepté cette recommandation, ce qui veut dire que pour eux, il y a une partie des parties prenantes qui estiment que cette Cour constitutionnelle doit être recomposée. Et quand on a accepté de mettre en œuvre la feuille de route, parce que l'État togolais a accepté de mettre en œuvre la feuille de route, ce qui veut dire que la parole qui est donnée par l'État togolais doit être respectée par l'État lui-même. Et si cette Cour est recomposée, pour moi, c'est des mesures d'apaisement, comme l'a dit la feuille de route. Comment entrevoyez-vous déjà la prochaine présidentielle? Pour moi, je vois Par rapport à sa tenue, en tant que quelqu'un qui connaît bien son pays, quelqu'un qui a assez d'expérience en matière des droits de l'homme. Moi, je vois aujourd'hui un Togo où, si nous arrivons, comme on l'a dit, à assainir le processus et que, en assainissant ce processus, les parties prenantes... Non, gardez bien le rythme de votre raisonnement. Si nous arrivons à assainir le processus, Ouais. le processus électoral en cours, Oui, le processus... il y a encore des actions à mener pour l'assainir mieux? Oui, je viens de le dire que les parties prenantes, je mets seulement l'accent sur la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui. Si ce n'est pas fait, parce que le 22 février, c'est le premier tour. Oui. Donc si ce n'est pas fait, vous conviendrez avec moi qu'il y a une partie des parties prenantes qui vont créer que le processus n'est pas transparent et équitable. Ce qui veut dire, en assainissant, ce n'est qu'un exemple que je donne, en faisant la recomposition de la Cour constitutionnelle, qui sera un gage pour le peuple togolais et pour ceux qui ont participé au dialogue. Maintenant, au-delà de ça, la question que vous m'avez posée, c'est que comment je vois les élections présidentielles de 2020, Oui. moi, pour moi, je veux une élection apaisée. Et qu'au lendemain de ces élections-là, que le vainqueur ou bien le vaincu puisse appeler le vainqueur en lui disant félicitations. C'est là où je dis que nous sommes condamnés en tant que fils du pays, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, main dans la main, à travailler pour une élection présidentielle apaisée. Donc mon souhait en tant que militant des droits de l'homme, c'est que ces élections soient apaisées. Maintenant, je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui veut jouer à l'équilibrisme, non. Mais je me persiste et je signe. Si le processus n'est pas assaini, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On ne sait pas, les Togolais ne sauront pas quels soucis vont être mangés. Et vous, vos souhaits, vous les avez exprimés par rapport à cette élection présidentielle. Mais dites-nous, M. Bruno Haden, s'il y a une recommandation maintenant adressée en tant que défenseur des droits de l'homme à l'endroit
des parties prenantes à cette élection, qu'est-ce que vous direz? Et tout d'abord, je tiens à encore remercier Radio Lumière qui me donne cette occasion. Je lance un appel à tous les candidats des élections présidentielles de 2020 à jouer franc jeu, à être franc avec le peuple togolais, à tenir un langage de vérité envers le peuple togolais et que ce n'est pas un langage politique, que ce langage politique soit empreinte de langage de vérité et d'honnêteté et de franc jeu. Secondo, c'est que les candidats aux élections présidentielles ne doivent pas jouer avec l'avenir de notre cher pays, le Togo. Tertio, que les gens arrêtent de vilipender, de diaboliser un candidat ou un autre. Maintenant, le problème épineux que je vais adresser, c'est qu'aujourd'hui, il y a une constitution, qu'on ne se voile pas la face. Maintenant, il est vrai que l'opposition... Et c'est la première fois que les Togolais, depuis 2002, vont voter encore lors d'une élection présidentielle à 2 tours. Oui. Suite à la modification de la Constitution intervenue en mai dernier. Oui, c'est la deuxième fois. Maintenant, moi, je dis, normalement, on devait travailler pour que les législatives du 20 décembre passé, on puisse avoir l'opposition au niveau du Parlement. Maintenant, ce qu'on a constaté, l'opposition n'est pas au niveau du Parlement et que la Constitution qui a été votée donne libre cours à l'actuel chef d'État d'aller un quatrième mandat. Maintenant, il faut que le discours soit clair au niveau des candidats et des partis politiques. Bon, aujourd'hui, on constate dans le landerneau politique togolais qu'il y a une partie qui dit non au 4e mandat. Il y a d'autres qui disent, bon, comme il y a une constitution qui est là, allons-y. Et si nous battons l'actuel président, nous allons accéder au pouvoir. Donc moi, je veux que le langage de vérité soit tenu à tous les niveaux pour que le peuple soit éclairé. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Bruno Raden, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à la branche togolaise, bien sûr, puisque la CAT est une association internationale. Josaphat Agbeti a assuré la technique. Nicolas Boussou, c'est mon nom. Je vous ai reçu l'invité. À la semaine prochaine. Bye bye.